Hello hello et bienvenue sur la chaîne Investir comme elle. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia. Salut Laetitia. Salut les filles. Alors Laetitia, tu es née où et quand? Alors, je suis née à Cormeilles-en-Parisis, en région parisienne, le 4 janvier 1977. Tu investis où? Alors, dans toute la France, et puis bientôt en Thaïlande et en Roumanie. Ok. Est-ce que tu es plutôt achat-revente ou locatif? Les deux. Quel est ton objectif dans la vie? Faire des choses qui me passionnent. C'est quoi l'immobilier pour toi? Un tremplin pour la liberté. Investir au féminin, est-ce que ça change quelque chose? C'est un atout. Oui. J'ai hâte de la faire, celle-là. Un mot pour le fun. Un mot pour le fun. Ça baille. Ça va. Ok, let's go. Alors Laetitia, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui es-tu? Quelles sont ta ou tes activités aujourd'hui? Alors, des activités, j'en ai pas mal. Qui je suis? Déjà, je suis maman de 2 enfants, 6 ans et 16 ans. Et puis, je suis investisseuse en immobilier depuis presque un peu plus de 5 ans maintenant. Et donc, j'ai quitté mon job en juillet 2019. Ah oui. Donc maintenant, je vis en fait avec mon mari de nos investissements et puis on a développé également un groupe immobilier avec des formations, également du club deal spécialisé dans les enchères, une conciergerie et puis d'autres business là qui sont en cours. Les vrais Trop bien. entrepreneurs. Ah ouais. On essaye. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as investi dans l'immobilier au départ? Alors au départ, je pense que c'est venu d'un déclic, d'une envie surtout de se libérer en fait du salariat. Parce qu'en fait, moi j'étais frontalière, donc je travaillais en Suisse. J'ai travaillé pendant 15 ans là-bas des jobs à responsabilité. J'étais cadre, directrice régionale dans le retail, de prêt-à-porter. Et puis, en fait, je travaillais 50 à 60 heures par semaine et plus de vie de famille, plus de vie de couple non plus. Et au bout d'un moment, on s'est un petit peu rendu compte qu'on allait droit dans le mur, quoi. Donc voilà, à force d'être carriériste, on passe à côté de l'essentiel et l'essentiel, c'était nos enfants quand même. Et puis ce qu'on essayait de construire tous les deux. Donc ça peut paraître bateau, mais c'est la réalité. Et on a quitté, mon mari un peu après moi. Mais j'ai quitté mon job. J'ai pu quitter mon job grâce à l'immobilier en 2019. Et puis maintenant, on savoure la liberté que nous offrent justement nos investissements, pouvoir travailler d'où on veut, même géographiquement parlant. Enfin, c'est vraiment ça n'a pas de prix, quoi. Pour moi, c'est le plus grand luxe en fait. Hein. On est parti 4 mois et demi en Thaïlande avec les enfants. On a scolarisé le plus petit là-bas et puis on a fait des rencontres passionnantes et tout en gérant nos affaires à distance. Donc ça, c'est vraiment ça n'a pas de prix. C'est hyper inspirant. Trop bien. Et du coup, donc tu tu passais à côté de ta vie en visant, si tu veux, les postes de cadre supérieurs, etc. C'est ça, ouais, c'est ça. Et du coup, c'était quoi le déclencheur en fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, ou est-ce qu'il y a eu un événement où tu t'es dit là, c'est trop, quoi? Ouais, justement, il y a eu un événement en particulier. Donc moi, je laissais mon fils chez la nounou à peu près 12 heures par jour. Je le laissais à 7h30 le matin et je le récupérais à peu près à 7h30, 20h le soir. Et un soir, je suis rentrée en fait et je lui ai dit, je suis passée le chercher chez la nounou. On arrive à la maison et puis après, tu as ta deuxième journée de maman qui commence. Donc je lui dis, écoute, il avait 3 ans et demi, il était en première année de maternelle. Je lui dis, tu vas dans ta chambre et puis tu t'enlèves ton petit blouson et ton cartable et maman l'a préparé à manger. Donc j'étais dans la cuisine et tout, puis je le vois pas revenir. Alors je vais dans sa chambre et là je le vois, il était allongé sur le ventre, les bras écartés comme ça, il avait encore son blouson et son petit sac à dos sur le dos et il pleurait et je lui dis mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qu'il y a mon chéri et tout. Et il me dit, il pleurait et il me dit mais maman, je suis trop fatiguée, j'en peux plus.
Et là, en fait, ça m'a fait un coup de poignard dans le cœur et je me suis dit, en fait, mais qu'est-ce qu'on lui fait subir, quoi. Il y a un truc qu'on a raté, il y a un coche qu'on n'a pas pris et ça va pas, il faut qu'on change quelque chose. Donc du coup, j'en ai parlé à David et puis c'est vrai que voilà, de fil en aiguille, moi j'ai freiné un peu au niveau du boulot et puis dès que j'ai pu, on est passé à autre chose et j'ai tout arrêté, quoi. Voilà, ça a été un des déclencheurs. Il y en a eu d'autres, mais celui-là, il était assez révélateur. Ok. Et donc, quand tu as eu cet événement avec ton fils, est-ce que tu avais déjà commencé à préparer finalement ton départ du salariat ou est-ce que justement ça a accéléré peut-être Alors, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que quand cet événement est arrivé, moi j'étais directrice régionale, donc je partais dans toute la Suisse romande. Voilà, j'étais tout le temps en déplacement, etc. Après, je me suis dit, en fait, ça s'est fait progressivement. Je me suis dit, bon, bah ok, là ça va plus, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que je sois un peu plus présente. Donc, j'ai pas quitté le salariat tout de suite. Je suis repassée directrice de boutique de luxe, du coup, pour essayer de récupérer un petit peu le même niveau de salaire, parce que j'étais cadre sup. Et du coup, moi, je me retrouvais cadre, mais voilà, dans le luxe, donc forcément un niveau de confort de vie équivalent. Et puis après, petit à petit, on a commencé à investir dans un premier studio. Et après, ça s'est fait crescendo, immeuble de rapport. Et dès qu'on a pu, donc bien évidemment, au début, il a fallu faire des concessions parce que forcément, le cash flow qu'on générait n'était pas à la hauteur de mon salaire. Il a fallu diviser, on va dire, par 3. Mais voilà, on s'est serré la ceinture pendant, on va dire, à peu près 1 an. Pas plus, parce qu'après, voilà, ça a fait boule de neige assez vite sur les divers investissements qu'on a pu faire. Et là, on s'y retrouve plutôt bien. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Se serrer la ceinture, accepter de baisser un salaire pendant un temps parce que tu sais pourquoi tu le fais. Et après, exactement. Ouais. Et après, tu retrouves ton niveau de vie que tu t'étais fixé parce que justement, l'effet boule de neige se met en place. Ça c'est une bonne idée. Ouais. Ok, alors aujourd'hui, donc quand tu as démarré les investissements, comment tu as ciblé les secteurs où tu as investi? Comment ça s'est passé pour toi? Alors pour le tout premier bien, en fait, on a investi plutôt à côté de chez nous, voilà, parce que par facilité, tout simplement. Et puis en fait, après, on s'est vite aperçu que la rentabilité n'est pas au rendez-vous, puisqu'en fait, comme on était en zone frontalière, les biens là-bas sont très très chers au mètre carré. Et du coup, on est aux alentours entre 4 000 et 6 000 euros du mètre carré, donc c'est tout de suite assez cher. Si on veut trouver de la rentabilité, on est obligé d'aller un petit peu dans des régions beaucoup moins chères et plus rentables. Donc on s'est diversifié au niveau géographique. Jusqu'à maintenant même aller en Thaïlande ou en Roumanie pour nos investissements, quoi. La gestion à distance nous fait absolument pas peur, d'autant que moi je m'occupe plus particulièrement de tout ce qui est conception, suivi travaux et donc décoration d'intérieur dont on parlait tout à l'heure. Et tous mes suivis de chantier, j'ai vu que je pouvais tout à fait les faire à distance quand on était en Thaïlande, avec des réunions hebdomadaires par visio. Je leur fais à chaque fois un cahier des charges hyper précis, des PV aussi, donc des procès-verbaux de chantier chaque semaine. Donc ça me permet vraiment de suivre les choses avec facilité, finalement. Du coup, investissement partout. Ok, pas de limite. Ouais, pas de limite. C'est très bien. La seule limite, c'est nous. Ouais. On en a parlé un petit peu en intro, mais selon toi, est-ce qu'il est plus difficile d'investir quand on est une femme? Et si oui, pourquoi? Alors, donc comme je disais tout à l'heure, moi je trouve que c'est plutôt un atout, dans le sens où en fait, les gens nous font plus confiance, j'ai l'impression. On inspire la confiance, que ce soit au niveau des vendeurs en termes de négociation, même au niveau de la banque. Moi, tous les entretiens, à chaque fois, la présence d'une femme en fait lors d'entretiens rassure quelque part. Donc pour moi, c'est un atout, voilà, surtout pour la négociation. Et puis après, comme je m'occupe moi des suivis travaux, je trouve aussi que c'est un atout. Parce que finalement, les artisans sont beaucoup plus ouverts qu'on pourrait le penser. Il y en a plein qui peuvent se dire ouais, non, mais quand tu es une femme, tu n'arrives pas à te faire respecter, etc. Voilà, on pense que tu n'as pas les capacités pour. Mais en fait, pas du tout. Moi, je pense que quand on est carré dès le départ,
que les choses sont bien faites. Voilà, je vous parlais de PV de chantier tout à l'heure, ou même de cahier des charges, de plans, etc. Les choses se font relativement facilement. Et en plus de ça, j'ai l'impression que les artisans, on évolue dans un milieu d'hommes, du coup, sont bien plus fiers quand on leur dit qu'on est satisfait de ce qu'ils ont fait. Voilà, on les complimente. Et là, du coup, c'est magique. Et moi, il m'est même arrivé en fait de ne pas me faire facturer quelques prestats supplémentaires comme finalement j'ai changé d'avis, j'aimerais bien avoir un mur de couleur. C'est par gentillesse ils le font. Enfin voilà, il y a une certaine bienveillance. Poser un mur de décor en papier peint, non, c'était pas prévu. J'y ai pensé après, ça me dit bien. Voilà, c'est la tendance du moment. Bon ils me le posent gratuitement. Voilà, c'est un échange. C'est un échange. Et je trouve que ça se passe plutôt bien. Et oui, donc pour moi, être une femme, c'est un atout. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle est ta situation familiale? Donc, tu nous as dit que tu avais 2 enfants, mais est-ce que tu investis seule, en couple, les deux, en association? Ouais. Alors, on investit essentiellement tous les deux, donc David et moi. Et puis également en association. Donc, on a plusieurs SCI. SCI tous les deux, SCI avec d'autres associés. Et puis, on a également... donc moi, je suis marchand de biens. Okay. Et du coup, avec la société de marchand de biens, on fait énormément d'achats-reventes. Donc, on va dire que les investissements locatifs, c'est personnel. Et puis, les achats-reventes, là, on rentre dans le cadre de l'activité de marchand de biens. Et voilà, et on investit aussi beaucoup par l'intermédiaire des enchères judiciaires. Et du coup, voilà, on a créé pas mal de choses en relation avec ça, notamment des formations, des club deals. On est assez ouvert, on essaye de se diversifier au maximum. Alors ça, c'est intéressant parce que je pense qu'on en a jamais parlé encore dans les interviews. Des enchères ? Ouais, non, enchères judiciaires. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ? De manière simple. Ouais, de manière simple, il n'y a pas de souci. Donc en fait, écoutez, chaque mois, en fait, vous avez des biens qui sont mis aux enchères, donc des biens que malheureusement sont saisis par des créanciers parce que défaut de paiement, etc. Et donc si vous allez sur le site Licitor, vous avez la liste des biens en fonction des tribunaux autour de chez vous, par exemple. Et donc, en fonction de ces biens qui apparaissent, vous avez une description du bien en question, des dates de visite. Et donc, on va sur ces visites-là une fois qu'on a analysé correctement le bien et puis surtout fait une bonne étude de marché de la zone où on est. Parce que l'important, c'est vraiment le travail en amont, c'est-à-dire déterminer quel va être vraiment le bien idéal et la marge optimum qu'on peut se faire sur ce bien-là. Donc après, une fois qu'on a fait les visites, il y a une date d'enchère. Il faut prendre un avocat. On a des frais à payer pour cet avocat. Et puis ensuite, si on remporte les enchères, on est adjudicataire. En gros, c'est ça. En très, très gros. Ok. Alors super, merci beaucoup. J'ai moi en tête qu'il faut par contre avoir un certain apport que tu vas mettre un jour des enchères, que tu justifies d'avoir déjà les sommes ou une partie, comment ça fonctionne? Non, alors en fait, tu n'as rien besoin de justifier, simplement il faut quand même que tu aies un chèque de banque en fait. Un chèque de banque qui va être un pourcentage en fait de la mise en enchère du bien. Et après, surtout, ce qui va être important, c'est d'avoir les fonds, une fois que tu es adjudicataire, 2 mois après ton adjudication. Donc, c'est soit tu as les fonds, et il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir payer l'intégralité du bien, soit tu les as pas, et là, il va falloir qu'avant même d'aller aux enchères, tu puisses t'assurer auprès de ta banque qu'elle aura suffisamment de réactivité pour pouvoir financer le bien. Ça, c'est hyper important, parce que sinon, le bien, si tu n'as pas le financement, il est remis aux enchères. Et quand il est remis aux enchères, si par exemple tu l'as eu à 100 000 euros, on va dire que c'est un appartement que tu as eu à 100 000 euros, il repart aux enchères parce que tu n'as pas pu le financer. Finalement, il repart à 150 000 euros, toi, tu dois payer la différence. Ah, voilà. Ok. Donc,
Voilà, nous, l'idée, le fait qu'on ait lancé les club deals par rapport à ça, c'est de se mettre à plusieurs, de court-circuiter les banques, et du coup, on est sûr d'avoir les fonds, et on se repartage voilà, la marge en fonction du nombre d'investisseurs qui se sont mis avec nous sur l'opération. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Vas-y. Moi, juste pour clarifier, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris. Tu t'engages sur un bien à 100 000, tu n'as pas les financements, donc le bien repart aux enchères. Ensuite, il est mis à 150 000, tu dis que tu dois payer la différence. C'est-à-dire que si jamais tu veux le réacheter, tu veux te repositionner sur le bien, il faudra que tu le positionnes à 150 000. Ou alors, tu as une pénalité parce que tu n'as pas pu le financer et tu dois fournir toi les 50 000. Ouais, parce que tu dois fournir toi les 50 000, c'est-à-dire que ok, il va être remis aux enchères, mais tu n'es même pas sûr de l'avoir. Par exemple, si toi, tu ne peux pas dépasser 120 000, il y a quelqu'un d'autre qui va l'acheter 130 000, parce que généralement, c'est de 1000 en 1000. Il y en a quelqu'un d'autre qui va l'acheter 130 000. Bon, bah, toi, tu l'avais eu à 100 000, tu dois payer les 30 000 de différence. Donc, en fait, pour faire ce business-là, il faut avoir quand même les reins solides. Je pense que ce n'est pas un business que tu conseilles peut-être à un débutant, j'imagine. Non, on ne commence pas par les enchères, ça c'est sûr. Sauf si on a un réseau et qu'on fait en association, voilà, comme nous on le propose. Ou alors, il faut avoir quand même un capital de départ et une très très bonne relation avec son banquier. Nous, les premiers biens qu'on a achetés aux enchères, on ne l'a pas fait dans le cadre du marchand de biens, on l'a fait en tant que particulier. Et on a quand même eu trois biens. On a quand même eu 3 biens financés par notre banque. Et ça a été réactif. On a réussi à pouvoir financer le bien, allez, on va dire à peu près à 15 jours des 2 mois. Mais quand on a un avocat qu'on connaît bien, il réussit à jouer un petit peu sur les délais et on arrive toujours à s'en sortir. Mais il faut bien quand même se mettre en tête ces 2 mois. Voilà, comme ça, au moins, on sait que même si ça déborde, voilà, on est sûr d'avoir le financement. Mais ouais, les 3 premiers, on l'a fait en tant que particulier et avec un prêt bancaire. Ouais, donc c'est possible. Intéressant. Et j'aime aussi beaucoup la partie sur le club deal. Donc ça, c'est vous qui avez développé ce business parallèle pour pouvoir aller chercher des fonds et court-circuiter entre parenthèses la banque. Ouais, tout à fait. Et du coup, aller sur des opérations quand même et ne pas vous limiter en fait justement à la banque. C'est hyper intéressant. Exactement. Et puis en plus, plus on est nombreux en fait et plus on peut aller sur des enchères hautes. Des biens, par exemple, voilà, là on parle d'appartements à 100 000, mais voilà, il y a des biens qui commencent par exemple à 300 000, 400 000, 600 000. Bon, si on est nombreux, plus on aura finalement engrangé de capital de départ, plus on pourra aller à ce genre d'enchères. Et ce qu'il y a de bien, c'est que sur des biens comme ça, il y a très peu de monde aux enchères. Il y a vraiment, voilà, il y a des marchands de biens qui ont déjà des reins solides. Mais on enlève du coup tous les particuliers qui viennent, tous les touristes qui vont enchérir et parfois même qui enchérissent beaucoup plus cher que le prix du marché parfois. Donc voilà, ça permet d'aller sur des affaires plus intéressantes. Ok, alors merci pour ce partage très riche. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'interview parce que là, c'est passionnant. C'est parti un peu. Je pense que vraiment, ça pourrait faire l'objet peut-être d'un deuxième contenu, on en parlera après. Alors, si tu peux nous rappeler en quelques mots, donc quel a été ton premier investissement si on revient on revient en arrière. Un studio. Un studio de à 64 000 euros, je crois, un truc comme ça. On a toujours. Oh. On a toujours. Donc, que tu as acheté à la frontière suisse, du coup, qui était à côté de chez toi. Ouais, c'est ça, qu'on exploite en meublé, longue durée. Okay. Trop bien. Génial. Alors du coup, je rebondis parce que tu dis que tu l'exploites en meublé. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qu'est-ce que tu as comme type d'exploitation justement? Est-ce que tu as du nu, du meublé, de la courte durée, tu diversifies ou pas? Est-ce que tu as une stratégie? Alors, nous, notre stratégie, c'est la rentabilité. Donc en fait, on exploite tout. On fait de tout en fait. On fait de tout en fonction de la zone dans laquelle on investit. On a des immeubles de rapport. Certains sont loués en nu, d'autres sont loués en full LCD. Donc parfois, il y en a même qui sont en mix. Mais on essaie de se diversifier au maximum en fait dans le type d'exploitation qu'on a par rapport à nos biens immobiliers. Aujourd'hui, donc tu investis en couple et tu entreprends en couple. Aujourd'hui, tu nous as dit que toi, ta partie, c'était la gestion du travaux, suivi chantier, la décoration, etc. Comment tu t'organises du
coup, avec David. C'est intéressant. Est-ce que vous partagez les tâches en quelque sorte et comment ça se passe? Ouais, c'est vrai qu'on a chacun vraiment notre domaine d'activité de prédilection. Donc lui, c'est plutôt tout ce qui va être la chasse immobilière, la stratégie, la fiscalité. Bon, il est hyper calé dans ce domaine-là. Il a quand même 20 ans d'immobilier derrière lui de manière professionnelle, donc ça aide un petit peu. Moi, la fiscalité, j'ai ça en horreur. Donc, donc on se complète bien. Et puis, ouais, du coup, moi, je m'occupe, comme je disais tout à l'heure, de tout ce qui est suivi travaux, conception, d'architecture d'intérieur et ensuite la décoration. J'ai également une part je m'occupe de l'après, c'est-à-dire la mise en vente ou la mise en location de tous les biens. Okay. Alors, c'était ma question. Pareil, j'en rajoute une aussi. Hein. Oui. Est-ce que vous, parce que là, vous avez un certain patrimoine immobilier maintenant, est-ce que vous gérez vos biens ou est-ce que vous avez délégué la gestion à quelqu'un? Tu as parlé d'une conciergerie aussi au départ. Est-ce que... Ouais. Alors, pour les immeubles de rapport, c'est entièrement délégué. Donc, délégué dans les agences locales à chaque fois. Donc, on est à peu près selon les zones géographiques, entre 6 et 8% de frais. Mais bon, c'est aussi une tranquillité d'esprit pour nous, donc c'est important. Et puis, je gère encore quelques-uns, notamment des colocations qui sont en Haute-Savoie. Okay. Donc là, c'était notre zone de départ. Et puis le premier studio aussi en direct. Donc voilà. Il y a un petit côté. On va dire voilà, c'est le côté affect, c'est les premiers bébés. Et puis, mais bon, on va quand même déléguer aussi à terme, je pense. Et puis ouais, la conciergerie qu'on vient de monter là, on n'en a pas encore vraiment fait la publicité, mais on a pas mal d'investisseurs intéressés. Donc voilà, ça va être une bonne chose. Et puis du coup, on va pouvoir nous-mêmes mettre nos propres biens dans cette conciergerie. Donc c'est voilà. La boucle sera bouclée et c'est plutôt pas mal. Trop bien. Bravo, c'est très inspirant. Alors, du coup, qu'est-ce que tu détestes? Je pense savoir. Ouais. Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout dans l'immobilier? Bon, alors, plus que la fiscalité, parce que bon, voilà, j'ai la chance d'avoir David qui m'a quand même bien drivé là-dessus, donc c'est plutôt assez clair dans ma tête maintenant. Mais la compta. Sans hésitation la compta, parce que voilà, je pense que vous devez le savoir aussi, même si on passe par un cabinet comptable, on a quand même pas mal de boulot. Parce que voilà, il faut tout noter, il faut tout archiver, il faut tout envoyer, il faut rien oublier. Sinon, tu as ta compta qui te dit « Ah, là, dans ce dossier truc, il manque ça. » Et en plus de ça, moi, à ce niveau-là, comme ça me saoule, vraiment, j'arrive pas à m'organiser. C'est vraiment, mon bureau, c'est des piles. J'ai beau au début mettre en place des bannières par immeuble, par lot, par SCI. C'est juste l'anarchie. Ouais. Donc, je déteste. Okay. Je déteste ça. Bon, on va faire la question inverse. Du coup, qu'est-ce que tu adores? Qu'est-ce que tu préfères dans l'immobilier? Alors, ce que je préfère, c'est la déco. C'est la déco parce que ça me permet de revenir à mes premiers amours, puisque du coup, en fait, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, j'ai une formation aux arts appliqués. Donc, j'ai fait les arts appliqués. Donc, j'ai fait bien sûr un peu d'architecture d'intérieur. Donc, j'étais à Lyon, à l'école des arts appliqués à Lyon. Donc, j'ai fait 4 ans là-bas et ensuite, j'ai rebasculé sur un DESS mode et création et marketing du luxe. Mais voilà, à la base, vraiment, c'est la créa, ma passion. Et du coup, je suis très heureuse maintenant de pouvoir retrouver cette petite touche créative quand je m'occupe de la décoration d'intérieur, des plans, etc. Tu le fais du coup maintenant que pour toi ou tu le fais aussi en business, en activité? Alors, en fait, oui, parce qu'on propose aussi du clé en main. Donc, effectivement, pour les clients, je travaille sur les concepts, sur les différentes tendances qu'on peut voir ensemble. Et voilà, ils ont tout grâce à ça, quoi. Ok. Voilà. Alors, est-ce que, donc, au fur et à mesure de ton évolution dans l'immobilier, ou au départ, ou maintenant même, est-ce que tu as eu des mentors? Est-ce que tu as encore des mentors, des personnes qui t'inspirent? Alors oui, en dehors de mon mari.
Alors en immobilier, bon, j'ai lu tout ce qui peut se lire au niveau de l'immobilier, mais je dirais moi c'est plus mes mentors, ils sont plus en déco, en architecture d'intérieur. Ouais. Donc par exemple, j'ai Caroline Andréoni que j'adore, qui est une architecte d'intérieur basée sur Paris. Colombe Marciano aussi, qui m'a formée du coup sur SketchUp, qui est une super décoratrice d'intérieur et qui est sur Lyon. Donc voilà, c'est vraiment, il y en a d'autres, hein, mais pour ne citer qu'elles, c'est ces deux femmes-là. En plus, ce sont des femmes, donc voilà. Et une troisième femme, peut-être plus pour le côté développement personnel, qui s'appelle Nathalie. Alors, j'arrive jamais à prononcer son nom de famille, c'est Robowski, je crois, quelque chose comme ça. Okay. Elle a écrit un livre, Je veux tout. C'est un super livre, un super bouquin. Et voilà, quand on est maman, le côté allié, le côté working girl et maman, enfin, c'est épanouissement personnel. Et voilà, je veux tout, c'est clair, quoi. C'est pouvoir mener de front un petit peu tout ce qui nous arrive en tant que femme. Et voilà. 3 femmes très inspirantes. Trop bien. Super. Alors, on a une petite phrase qui dit « L'immobilier n'est pas de tout repos ». Oui. Une anecdote à nous partager pour illustrer ça. Alors ça va être dur, j'en ai des tas. J'en ai des tas. Peut-être une, notamment, je crois que c'était l'année dernière, en 2021 je crois, ou 2020, je sais plus. 2021 je crois, on était au Mexique. Et puis en fait, cette année-là, coup sur coup, je crois en moins de 6 mois, on a eu 4 dégâts des eaux. On a eu 4 dégâts des eaux et là, celui-ci en l'occurrence, donc dans des biens différents, hein, c'était jamais à chaque fois le même. Et donc celui-ci, on était en train de visiter une magnifique cité Maya. Et puis là, on reçoit un email et donc du gestionnaire. Hein, en plus, ça passait par un gestionnaire de l'immeuble en question, avec des photos, avec le plafond qui s'était écroulé dans la salle de bain. Donc, on était propriétaire de tout l'immeuble, donc responsable de tous les occupants, hein, bien évidemment. Donc, heureusement, aucun dégât majeur pour les occupants. Hein, c'était que matériel, mais bon, il y avait de gros trous dans le plafond, c'était assez impressionnant. Et puis, on était là dans un lieu finalement assez insolite pour traiter en direct ce dégât des eaux. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de repos, même quand tu es en vacances, il t'arrive ce genre de choses et tu dois gérer un petit peu les suites, quoi. Ok. Voilà. Tu as réussi à gérer ça à distance en étant en voyage, du coup. Voilà, exactement. Après, c'est, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le lot de tous les investisseurs, quoi. On ne peut pas se défaire complètement, même si on met des gens en place pour gérer. On est informé, quoi qu'il arrive. On suit l'affaire de près et puis voilà, ça continue, quoi. Ouais, c'est bien de le dire aussi, ça. Oui, tu vois. clairement. Et puis bon, j'ai eu un autre problème aussi. Pareil, on était, je sais plus où est-ce qu'on était. Ah, mais on était toujours au Mexique d'ailleurs, mais c'était sur un autre appartement. Donc là, pareil, j'avais lancé les travaux, tout était fait. Je suivais les travaux de loin, mais voilà, comme ça, je faisais confiance. Pourtant, c'était une entreprise avec laquelle on n'avait pas l'habitude de travailler. C'était la première fois que je les prenais. Parce qu'en fait, on a l'habitude de travailler avec plusieurs artisans, plusieurs entreprises différentes. Mais là, du coup, comme on avait employé nos artisans sur plusieurs autres chantiers, on se retrouvait à court d'entreprises. Donc, j'ai testé cette entreprise. Bon, et il s'est trouvé qu'on est parti. Donc, on est parti, les travaux étaient lancés, etc. Et ils me disent oui, c'est bon. Donc, moi, régulièrement, je prends des nouvelles, etc. de l'avancement du chantier en question. Tout avait l'air de bien se passer. Et puis, de retour au Mexique, je fais ma petite visite de chantier habituelle et puis là, je m'aperçois qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et qu'en plus de ça n'a pas aussi bien avancé que prévu. Et puis, c'est vrai que cette entreprise-là, on a dû la mettre clairement dehors parce qu'en fait, ils nous avaient fait des malfaçons mais incroyables. Ils avaient été même jusqu'à faire un trou dans la dalle, des tranchées dans la dalle. Alors, c'est interdit en plus, c'était dans un immeuble. L'immeuble ne nous appartenait pas, celui-ci. On avait uniquement l'appartement. Donc, sans prévenir le syndic, quoi que ce soit, ça c'est strictement interdit, on ne touche pas à la dalle d'un immeuble. Donc voilà, simplement pour faire passer des gaines électriques parce qu'on refaisait toute l'électricité de l'appartement, c'était un appartement des années 70.
Bref, que des choses comme ça. Ils nous avaient posé le parquet, ils n'avaient pas laissé le joint de dilatation suffisant. Les fils électriques couraient tout autour sans gainage, donc sans gaine. Mais l'hallucination totale. On a fait venir l'huissier, constat d'huissier, un expert. Et là, on est encore en procès avec eux. Quoi. Ah ouais. Donc voilà. voilà. Mais ouais, c'est pas de tout repos, c'est sûr. Ok. C'est clair. Alors, on va terminer ce moment d'échange par une dernière question. Donc, si tu devais aujourd'hui donner un conseil à une personne qui souhaite démarrer dans l'immobilier, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais de se former. C'est hyper important. De se former, de s'entourer d'investisseurs aguerris. De participer à des séminaires parce que je pense que c'est hyper enrichissant. Et puis, de foncer, d'y aller, parce que le temps est précieux et ça file vite le temps. Ouais, tout à fait. Mais écoute, merci. Trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo peut-être. À très vite, avec grand plaisir en tout cas. Merci les filles. Merci Laetitia, à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Salut.